À l'international et ce qui se passe au Royaume-Uni parce que ce dimanche, ce sont plus de 700 migrants qui ont traversé la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni illégalement sur des canaux pneumatiques. Une journée malheureusement marquée aussi par la mort de 2 personnes dans un naufrage au large des côtes de Calais selon les autorités britanniques. Regardez le récit de Sarah Varny. Ce dimanche, 703 migrants ont entrepris la dangereuse traversée de la Manche en direction de la Grande-Bretagne, un record depuis l'arrivée au pouvoir des travaillistes début juillet au Royaume-Uni. Une traversée encore une fois meurtrière. 53 migrants ont été secourus après avoir signalé leur embarcation en difficulté. 2 autres ont perdu la vie. Rien que cette semaine, 1172 personnes ont traversé la Manche pour tenter de rejoindre les terres britanniques. L'été, les traversées de la Manche à bord de canaux pneumatiques de fortune sont particulièrement nombreuses et ces dernières semaines, les drames se sont succédés au large des côtes françaises. Avec le naufrage de ce dimanche matin, 9 personnes au total ont perdu la vie lors de ces traversées en l'espace d'un mois, 25 depuis le début de l'année, un bilan qui dépasse largement celui de 2023 où 12 personnes sont décédées. Après son arrivée au pouvoir début juillet, le nouveau Premier ministre britannique a abandonné le projet controversé d'expulser les migrants au Rwanda, mais souhaite à la place accélérer le traitement des dossiers de demandeurs d'asile tout en durcissant la lutte contre les passeurs. Michel Taube, 1172 personnes en une semaine qui sont passées. Quand on voit les émeutes qu'il y a eu au Royaume-Uni avec cette question de l'immigration légale et illégale qu'on n'arrive plus à intégrer, quand on voit ces chiffres, effectivement, quand on donne ces chiffres, ça devient concret. Bien sûr que c'est concret. Je pense que malheureusement, l'arrivée au pouvoir de M. Stammer, c'est-à-dire des travaillistes, je crains, malgré son discours qui est beaucoup plus ferme que celui de la gauche française, soit quand même une sorte d'appel d'air pour les migrants à reprendre le chemin des routes, c'est-à-dire des routes françaises, vers la Manche et vers l'Angleterre. Je rappelle quand même que M. Sunak, le Premier ministre conservateur, avait réussi à inverser la courbe migratoire des flux migratoires vers l'Angleterre en 2023. Il y avait pour la première fois depuis des années une baisse des flux migratoires. Et donc ce changement de cap politique, je crains encore une fois qu'il relance cette course à la traversée de la Manche. Après, j'aimerais insister, nous parlions juste avant du ministère de l'Intérieur. Mais la gestion des côtes de la Manche, ça relève beaucoup du ministère de l'Intérieur, en lien d'ailleurs en partie avec l'armée. Mais c'est un travail extrêmement compliqué pour les policiers et pour les forces maritimes qui sont à la frontière. Oui, en rappelant que la frontière entre le Royaume-Uni et la France, elle est de notre côté à nous. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui complique les tâches. Et donc moi, je voudrais aussi rendre hommage au travail des policiers, des forces navales qui évitent effectivement des drames en interpellant des bateaux qui pourraient chavirer et entraîner des morts. C'est un travail considérable qui est d'une difficulté absolument considérable parce que la Manche, c'est pas la Méditerranée. Souvent, il y a des flots marins qui sont compliqués à gérer et donc il y a un travail qui est considérable à ce niveau-là. Mais il faut surtout que l'État français et l'État britannique s'entendent, se coordonnent pour essayer de gérer au mieux, évidemment, ce mur de la Manche. Mais c'est vrai que Michel Aubois, on entend ce que dit Michel Taube, la volonté que Français et Britanniques s'entendent. Mais en fait, si on est un peu cynique, on se dit que personne n'a intérêt à s'entendre puisque les intérêts sont un peu divergents. Les Britanniques n'ont aucune envie de nous, entre guillemets, céder et qu'on puisse faciliter le passage de ces clandestins vers le Royaume-Uni. Oui, ça me paraît évident. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les Britanniques financent la France pour la protection de leurs frontières. Comme l'Europe d'ailleurs finance la Turquie pour la protection des frontières de l'Europe. Sauf que les Turcs réussissent et nous, on n'a pas réussi. Moi, je suis un peu gêné sur cette affaire parce que je trouve que peut-être qu'il faut rendre hommage aux quelques gendarmes et quelques policiers de Calais qui sont sur place, mais objectivement, on n'a pas mis les moyens nécessaires. Les Anglais contrôlent eux-mêmes le port de Calais, avec de la sécurité privée d'ailleurs. Je l'avais écrit dans un de mes livres, parce que j'ai fait une enquête sur le sujet. Et le port de Calais, ça fonctionne assez bien. Le littoral, ça fonctionne pas du tout. On n'y met pas assez de moyens. On n'a pas de garde-côte. On n'a pas de garde-côte dans notre pays. Donc on n'a pas de garde-côte pour garder les côtes, pour empêcher les bateaux de partir. Et on fait quoi? Du sauvetage en mer. Je veux dire, on est dans la même situation que les Italiens avec la Libye.
Bon, sauf que les Italiens, vous savez comment tout ça s'est organisé, pourquoi l'Italie est sensible, etc. Moi, je trouve que c'est pas une affaire qui est à notre gloire. Il faut pas oublier que les Anglais, pour une grande part, avaient accéléré le processus du Brexit pour s'éviter des migrations depuis l'Europe. Je vous redonne les chiffres. Hein. Il y a 2 ans, ils ont accueilli 685 000 nouveaux immigrés. Nous, l'année dernière, on a accueilli près de 500 000, 480 à peu près. Moi, je trouve ça déjà effarant en termes de nombre, hein, parce que j'ai expliqué l'effet cumulatif. Afghanistan, pour les Anglais, Afghanistan, Pakistan, Nigeria. Donc, vous voyez quel type de population, 885 000, cette année sans doute encore plus. Il y a un moment, la Grande-Bretagne va être en très grande difficulté, quoi, et on sera un peu co-responsable. En fait, le problème, c'est la politique. Pardon. Oui, je vais vous faire réagir, Naïma, tout de suite, mais je voudrais qu'on écoute Mena Rawlings, c'est l'ambassadrice du Royaume-Uni à Paris, et elle était ce matin l'invitée de la matinale CNews Europe 1. Écoutez ce qu'elle dit justement la situation. Premièrement, l'immigration légale, où notre gouvernement a dit que oui, en ce moment, le niveau de cette immigration, c'est trop haut. Et on doit essayer de diminuer le nombre de personnes qui arrivent au Royaume-Uni chaque année. Nous avons besoin d'immigration, nos deux pays. C'est comme ça, je crois. Mais en même temps, il faut gérer l'afflux afin de établir un flux qui est gérable jour par jour pour toutes les communautés britanniques. Mais deuxièmement, il y a aussi cette immigration clandestine qui est un grand défi pour vous, pour la France, mais aussi pour nous au Royaume-Uni. Et nous avons un problème spécifique, comme vous savez, dans la Manche. Par exemple, cette année, nous avons plus que 18 000 personnes qui ont traversé déjà la Manche cette année. Naïma Mfadel, c'est vrai que la frontière entre immigration légale et illégale, elle devient compliquée. On entend cette ambassadrice qui nous dit « nous avons besoin d'immigration, notamment d'immigration de travail ». Mais c'est aussi pour ça que des migrants veulent rentrer illégalement, parce qu'ils se disent « on sait qu'il y a un besoin d'immigration ». Donc même si en rentrant illégalement, il y a évidemment moins de probabilité qu'ils accèdent à un emploi, à s'insérer dans la société britannique, ça laisse quand même un espoir. Et on imagine que les réseaux de passeurs leur disent « l'Angleterre a besoin d'immigration, allez-y », parce que tout ça est aussi organisé très largement par les organisations de passeurs avec certaines ONG. En réalité, ils finissent par être régularisés. C'est ça le problème, c'est qu'à la fin, il n'y a pas du tout de différence entre l'immigration légale et celle qui est illégale, puisque de toute façon, on a eu de cesse, même en France, de régulariser. Au début de 10 ans, 5 ans, il suffit d'avoir un enfant, etc. On a des tas de possibilités. Et puis après, vous avez toutes les personnes qui font une demande pour demander l'asile. On étudie les dossiers, certains y ont droit, certains n'ont pas droit, mais qu'on n'expulsera jamais, puisqu'on a du mal à appliquer les OQTF. En fait, le problème, c'est qu'on doit revoir toute cette politique et la mettre à plat. Regardez, on a signé le pacte asile et immigration. Voilà, au niveau européen. Au niveau européen. Le pacte asile et immigration, c'est liberté de circulation, droit inconditionnel. On a mis en place les frontières de Schengen en disant, avec le règlement du plein, en disant... celui qui pose son pied dans un premier pays qui est la frontière, son dossier doit être étudié dans ce pays-là. Sauf qu'en réalité, les pays, nos partenaires européens, comme la Grèce, l'Italie, laissent passer l'immigrant. Donc ça explique aussi pourquoi ces personnes-là qui veulent aller en Angleterre, finalement, ils passent. Donc que les Anglais nous disent de tenir entre guillemets nos frontières, ils n'ont pas tort, puisque de toute façon, on les laisse passer. Et puis c'est un drame humain aussi. Parce qu'on dupe, parce qu'on fait pacte asile-immigration, on a fanfaronné autour de ça, sauf qu'en réalité, on n'a pas la capacité d'accueillir, on n'a pas la capacité d'insérer et d'intégrer. Et ça devient très problématique parce qu'aujourd'hui, on accueille des populations par communauté. Il faut savoir qu'actuellement, quand on répartit des gens par communauté parce que nous avons aussi des conflits interethniques. Et je voudrais qu'on écoute une autre déclaration de Mena Rawlings, l'ambassadrice du Royaume-Uni, parce que vous avez parlé tout à l'heure, Jacques Morel, de la réponse pénale qui est arrivée vite au Royaume-Uni. Justement, elle s'est exprimée sur la justice. Écoutez. Et la chose la plus importante, c'est qu'il y a eu des actes qui étaient racistes contre les mosquées, contre les minorités, et les actions aussi contre la police, qui étaient complètement inacceptable, et c'était la raison pour laquelle vous avez vu une réaction très très forte de la part de notre police et notre système judiciaire.
C'est vrai, Jacques Morel, que, alors, ça n'est peut-être pas la seule réponse à avoir, mais la réponse judiciaire extrêmement rapide, avec des interpellations rapides, traînées devant les tribunaux rapidement, des condamnations, le name and shame, comme on dit au Royaume-Uni, de publier la photo de ceux qui ont été condamnés avec les peines, ça semble de fait avoir eu un effet dissuasif, puisque les émeutes, à partir des premières condamnations, se sont arrêtées. On ne dit pas que le problème est réglé, mais en tout cas, ça a stoppé pour un temps les émeutes au Royaume-Uni. Complètement, ça nous fait d'ailleurs envie en France, en se disant que, si vous voulez, quand il y a l'énergie de prendre des vraies décisions et de placer en détention, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, les malfaiteurs et les gens qui manifestent violemment, ça a semblé porter ses fruits. Bon, après, il faut être en capacité de tenir ce rythme-là. Bon, ce Premier ministre était un ancien haut magistrat, donc il connaît les rouages, il savait sur quel bouton sans doute fallait appuyer. Bon, après, parallèlement, je crois qu'une certaine disposition qui avait été prise aussi de réexpédier les clandestins au Rwanda, ça a été annulé, suspendu immédiatement. Bon, ce nouveau débarquement tombe très mal pour venir mettre de l'huile sur le feu des Britanniques. On découvre ces chiffres absolument invraisemblables. On se demande quand même si, en injectant de la marine nationale française ou anglaise, on ne serait quand même pas en capacité d'interpeller, si vous voulez, ces embarcations, et surtout de prendre dans les mailles de leur filet les responsables. On voit ces bateaux, il y a des dizaines de personnes dessus, il y a un moteur, il y a quelqu'un qui dirige le bateau. Il y a donc sur place un représentant des passeurs ou des donneurs d'ordre. Il doit y avoir moyen quand même de mettre un dispositif, quitte à ce qu'il soit militaire, de façon à mettre un terme à ces traversées qui ressemblent à la traversée qu'on pourrait faire si on était des touristes, quoi. C'est vrai que, Michel Auboin, on parle beaucoup de s'attaquer aux passeurs. Les politiques le disent très souvent qu'effectivement, s'il y a les images de ces migrants qui peuvent traverser la Manche, ou d'ailleurs la Méditerranée, ou qu'importe, c'est parce que tout cela est organisé par des réseaux de passeurs qui parfois trouvent des complicités dans les ONG, c'est-à-dire que des passeurs qui utilisent malheureusement la misère humaine en moyennant de l'argent se disent on va vous trouver un avenir, là en l'occurrence au Royaume-Uni, sans tenir compte du danger que représente la traversée de la Manche, et en sachant très bien d'ailleurs que ces migrants-là n'auront peut-être aucun avenir au Royaume-Uni, mais eux, ils encaissent. Oui, tout à fait. Ce qu'il veut bien comprendre, c'est que derrière tout ça, vous avez des grandes organisations criminelles qui sont d'ailleurs à peu près les mêmes que celles qui font le trafic de drogue, parce que les routes de l'immigration sont les mêmes que les routes du trafic de drogue. Hein. Et donc, ces grandes organisations criminelles qui ont des réseaux dans tous les pays d'Europe et d'Asie et d'Afrique et d'Amérique latine organisent ce trafic. C'est assez compliqué d'ailleurs de les faire tomber parce que, comme dans le trafic de drogue de haut niveau, parce qu'on peut toujours tomber sur le mécanicien de base, mais c'est quand même difficile de trouver celui qui, depuis un bureau à New York, est en train d'organiser le système. Je dis à New York complètement par hasard, évidemment. Oui. Pour ne pas dire à Dubaï, mais la question de l'organisation criminelle est quand même une grande question. Et comme pour le trafic de drogue, on a des moyens, mais sans doute qu'on n'y met pas assez de moyens parce qu'on ne considère pas ça comme une priorité. Et on ne voit en fait que le drame humain des gens qui ont payé une fortune. En fait, au départ, vous avez des personnes qui ont vendu leur maison pour que le fils puisse partir parce qu'il va renvoyer de l'argent, etc. Donc vous avez une série de drames humains. Il y a tout un système qui s'organise autour. C'est absolument terrible, avec des gens qui vont être, des femmes qui vont être violées en cours de route, des gens qui sont mis en esclavage en Libye, etc. Tout ça, pourquoi ? Pour finir comme plongeur dans un restaurant dans le quartier de Soho à Londres, au mieux. Donc je veux dire, c'est invraisemblable et il faut que, là, pour le coup, il faut que l'Europe se mobilise. Naïma M. Fadel et Michel Taube, un dernier mot chacun en 30 secondes. S'il vous plaît. Non, mais c'est pour ça qu'il faut un message fort, tout simplement. Il ne faut pas leurrer les gens non plus. L'Australie a donné un message très fort. No way. Et elle leur dit clairement, vous ne serez jamais régularisés. Ce n'est pas la peine de venir. Hein. Donc c'est assez violent, mais vous ne serez jamais régularisés. Oui, c'est violent, mais d'un autre côté, ça ne donne pas non plus d'espoir pour rien. Voilà, exactement. Et puis en plus, ça leur pas pour pas qu'on ait aussi des drames. Et ceux qui sont arrivés ont été transférés sur des îles. Les bateaux arraisonnés, on dit,
Raisonner pour justement pouvoir soigner les gens, leur donner des vivres et leur demander de retourner. Ouais. Michel, un dernier mot rapide, s'il vous plaît. Le drame, c'est que cette réponse forte, elle doit venir en même temps et de façon coordonnée et avec la même vigueur de au moins 5 ou 6 pays. Oui. Et on en est malheureusement très loin. Oui. Entre l'Italie, la France, l'Angleterre et la Grèce, par exemple, là, déjà, c'est difficile de l'obtenir. Donc, ça va être très, très difficile, malheureusement, dans les années qui viennent. Merci à tous les quatre, Naïma M. Fadel, Michel Thaume, Michel Auboin et Jacques Morel, d'avoir été les invités de Punch.